Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 67. Réseau, Betaram, Bayrou, Béatitude. 152 plaintes, dont 70 pour des abus sexuels, entre 1950 et 2010. Au moins 21 agresseurs, dont de nombreux prêtres et souvent pères directeurs, mais aussi des laïcs et des élèves. Fin 2023, Alain Esquer, 52 ans, repasse devant son ancien collège où il a subi des violences de la part d'un surveillant. Stupéfait, il voit ce même homme des décennies plus tard, toujours en charge d'enfants. Il n'en revient pas et se résout à passer à l'action. Il crée un groupe Facebook pour réunir les témoignages de victimes. Rapidement, c'est le raz-de-marée. La France est enfin prête à entendre et à réagir. Il était temps. Je cite, 5000 élèves y sont passés dans un environnement de terreur, d'abus sexuels, de perversité absolue de la part d'une multitude d'agresseurs, laïcs ou religieux, expliquait Alain Esquer, le porte-parole des plaignants scolarisés dans l'établissement de ses 10 à ses 16 ans. Betaram, c'est le goulag des Pyrénées. Ça ne m'a rien appris, sauf à briser l'enfant que j'étais, à force de passage à tabac, poursuivait le quinquagénaire. Les faits. Notre-Dame de Betaram est un collège-lycée catholique construit en 1853 dans la commune de Estelbetaram, en Pyrénées-Atlantiques, une commune à 30 km de Pau. Notre-Dame de Betaram jouit d'une réputation dans tout le sud-ouest, d'être un excellent établissement, élevant des enfants à la dure, forgeant des hommes et sachant mater les fortes têtes. Mais de nombreuses violences physiques et sexuelles y ont été commises sur des centaines d'enfants pendant des décennies par des dizaines d'agresseurs. En janvier 1995, un élève casse un verre, normalement facturé 2 francs au fautif. Mais le surveillant décide, arbitrairement, que ce sera 5 francs. Marc, un adolescent de 14 ans qui assiste à la scène, dit que c'est quand même un peu cher pour un verre. La remarque lui vaut immédiatement une énorme gifle dans l'oreille par Marie-Paul Debert, le surveillant général. Il a le tympan perforé, entraînant une perte d'audition définitive de 40%. Mais il reste donc au collège, les choses se tassent un petit peu, c'est un bon élève, les parents sont outrés, mais voilà. En décembre 95, donc à la fin de la même année, il est envoyé de nuit par 0 degré en sous-vêtements, pieds nus, slip et t-shirt sur le perron de l'établissement, par une nuit noire, sans lumière, sur les bords du Gave de Pau pour un soi-disant geste d'insolence. Au bout d'une heure, Marc demande à rentrer, transit froid, le surveillant refuse, Marc se rebiffe. Et là, il se fait tabasser par le surveillant. Un camarade assiste à la scène et lui prête une carte téléphonique pour appeler ses parents, qui arrivent 20 minutes plus tard. En état de choc, son père l'emmène aux urgences où il est en hypothermie avancée et le médecin lui donne une incapacité totale de travail de 3 jours. Jean-François Lacoste-Séris, donc le père de l'élève, signale les faits à l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, l'APEL, alors que le surveillant général avait déjà commis un acte de violence à l'encontre de son fils, donc plus tôt dans l'année. Mais personne ne bronche, c'est l'omerta. Il fait alors imprimer un tract qu'il distribue à la sortie de Betaram. Blasphème! Le père Vincent Landel, père directeur de l'établissement, l'accuse de mener une croisade contre Betaram. Le 11 décembre, le plaignant est donc destitué de ses fonctions de vice-président de l'APEL et est sommé de présenter ses excuses. En réaction, son père dépose une plainte pour coups et blessures volontaires et traitements inhumains et dégradants, donc le père, contre 2 membres de l'encadrement et assigne l'établissement au civil en février 1996. Les faits sont médiatisés en raison de la présence au sein de l'établissement de Calixte Bayrou, le fils de François Bayrou, ministre de l'Éducation de l'époque, et deux petits-fils de son député suppléant. Jean-François Lacoste-Séris, avec une douzaine d'anciens élèves de Betaram, tente alors de constituer une association de victimes, alors appelée Droits des enfants. La direction de Betaram déplore ce qu'elle appelle donc le grave discrédit porté à l'institution. Mais les gendarmes recueillent des témoignages, dont celui de Julien, avec la punition dite des pieds de lit. Quand un interne perturbe le dortoir, le surveillant allume les lumières, réveille tous les élèves, donc c'est 40 à 60 élèves dans la même pièce, et ils doivent tous rester debout sans bouger ni parler pendant 1 heure ou 2 en pleine nuit. D'autres élèves parlent donc du supplice du perron qui est assumé par l'institution, ainsi que des baffes entre guillemets qui sont d'une force totalement disproportionnée. Un autre surveillant avait enveloppé un élève de papier hygiénique pour mieux le frapper. L'inspection académique des Pyrénées-Atlantiques annonce l'envoi d'un inspecteur pédagogique régional, donc le rectorat, établissant et vie scolaire.
D'anciens élèves, parmi lesquels Jean-Charles de Castelbajac et le député Michel Péricard, montent plusieurs comités de soutien pour défendre l'établissement à l'initiative de Serge Legrand, avocat du prêtre directeur de l'établissement, avec 8 autres avocats du barreau de Pau et de Bayonne, des médecins et les cercles de notables locaux. Tous défendent bec et ongle l'excellente réputation de l'institution de Bétarame. Les règles sont claires dès le début, les élèves savent à quoi s'en tenir. Serge Legrand, l'avocat de Bétarame, est un proche de Bayrou, engagé dans le parti politique de Bayrou, candidat à des élections. L'Appel, donc l'association des parents d'élèves, de son côté soutient l'équipe éducative et ne cautionne pas la généralisation et l'imprécision des faits tels qu'ils ont été rapportés, ni l'amalgame auquel ils ont servi dans le but évident de nuire à la réputation de l'établissement. Donc ça, vu ce qu'on découvre après, donc c'est l'association des parents d'élèves, censée représenter les élèves. Les méthodes pédagogiques de l'établissement font l'objet d'échanges au sein de l'Appel du Pays basque. Marie-Christine Etchebers, la présidente, qualifie d'inadmissibles, donc du côté du 64, les mauvais traitements à enfants. Maïté Irazoki, directrice diocésaine de l'enseignement catholique, précise cependant que les châtiments corporels ne constituent pas les fondements de la méthode pédagogique de l'institution. Ah, encore une chance. Mais bon. En mai 96, François Bayrou et Philippe Douste-Blazy, alors entre parenthèses Douste-Blazy, c'est bien celui qui s'est fait, je cite, poisser dans une partouze avec des petits garçons à Marrakech. C'était Luc Ferry qui avait balancé ça à la télé. Donc, tous deux ministres respectifs de l'Éducation nationale pour Bayrou et de la Culture pour Douste-Blazy, se déplacent à Bétarame à l'occasion de la réception des travaux de réfection de la chapelle de l'établissement, qui ne justifie pas que deux ministres se déplacent, mais évidemment, comme c'est au même moment, ils viennent apporter leur soutien. Je vous ai mis les articles d'archives. François Bayrou intervient alors en défense de l'institution, je cite, « Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le parent d'élève qui parle, c'est le Béarnais. » Fin de citation. Il ajoute en sa qualité de ministre de l'Éducation nationale, je cite, « Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. Le reste suit son cours, les autres instances qui doivent s'exprimer le feront. » Fin de citation. La plainte contre le deuxième surveillant pour le perron est classée sans suite. Le parquet poursuit quand même Marie-Paul Debert pour violence n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours sur mineur de 15 ans, et le fait comparaître devant le tribunal correctionnel le 11 juin 1996. L'ancien surveillant général affirme avoir, je cite, « usé de son devoir de correction afin de tenir la discipline de l'établissement ». Le procureur de la République admet la nécessité de faire respecter l'ordre tout en trouvant la punition disproportionnée. Marie-Paul Debert est relaxée pour la punition du perron, qui ne constitue pas une infraction au sens de la loi, tout en étant condamnée à 5 000 francs d'amende avec sursis pour avoir infligé une gifle. Tous les détails de cette histoire ont été rapportés par Thierry Saccard-Douatteau sur la radio locale dans une série de podcasts en 2021 que vous pouvez écouter. Dans la presse régionale, sur 94-96, on décompte au moins 4 tympans perforés d'enfants à Bétarame, et de nombreuses familles qui témoignent avoir enlevé leurs enfants à cause de cette violence. Donc on précisera que la juge de l'époque, c'était Corinne Balian, et que 5 000 francs d'amende, ça fait 750 € pour les plus jeunes d'entre vous. Alors, sachant qu'en plus, cette amende de 750 €, elle a été donnée, mais avec sursis, c'est-à-dire qu'en fait, il ne l'a pas payée. Monsieur Debert est maintenu en poste à l'internat, et voilà, tous reconnaissent la qualité de l'établissement en disant que, ben oui, c'est un petit peu la marque de fabrique, la rigueur, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, il y a une professeure de mathématiques, Françoise Gullum, qui a 47 ans, elle tente d'alerter en vain. Elle est absente le jour de l'inspection, car justement en arrêt maladie. Ses collègues disent qu'elle veut détruire Bétarame, ce qui est repris mot pour mot par l'inspecteur dans son rapport. Pseudo-rapport d'inspection, qui n'est pas vraiment une inspection. Je cite Françoise Gullum qui témoigne. « Je me retrouve dans un couloir. En face de moi arrivait Elisabeth Bayrou. Et sur ma gauche, il y avait une salle de classe dans laquelle on entendait un adulte hurler sur un enfant, on entendait les coups, on entendait l'enfant qui suppliait qu'on arrête. Je me retourne vers Elisabeth, c'était spontané, et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc, entre parenthèses, donc Elisabeth Bayrou, la femme de François Bayrou, est professeure de catéchisme à ce moment-là à Bétarame. Je reprends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, ça voulait dire
Qu'à deux, on aurait peut-être pu ouvrir la porte. Elle m'a simplement répondu que ces enfants-là, il n'y avait rien à en tirer, point barre. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure aux siens, c'était normal qu'on les batte, c'était intégré comme normal. Elle est partie de son côté, moi du mien, et j'ai décidé que je ne la croiserai plus jamais. Fin de citation. Toujours Françoise Gulung, elle dit: Pour moi, on a toujours sous-estimé le supplice du perron. Pour moi, c'était de la torture morale gravissime. Imaginez ces enfants, sur un perron, la nuit. Il fait froid, il n'y a pas d'éclairage, il y a le bruit de la rivière, les chiens qui aboient, c'est atroce ce qu'on leur fait vivre. Ils y restent pendant des heures. À un moment donné, j'ai donné aux enfants le 119. On a suscité et on a poussé les grands à me tourner autour quand je traversais la cour. Un jour, on a provoqué un incident qui m'a fracturé les os de la face. J'ai eu des agressions sur ma voiture, j'avais aussi des menaces téléphoniques chez moi, du genre on va mettre le feu. Le rapport d'inspection arrive à la conclusion qu'il faut m'écarter de l'établissement alors que j'étais absente ce jour-là à cause d'un arrêt maladie justement. De plus, si vous lisez bien, les élèves interrogés sont des lycéens alors que le problème concernait des collégiens. J'ai essayé d'écrire pour remettre la chose sur la table. Mais le père directeur de l'époque, il m'a dit: Ah, on dramatise, on dramatise. Ici, le climat de violence est tel que les enfants reproduisent le schéma auquel ils sont habitués. Fin de citation. Et en effet, il y aura bien une visite de l'inspection du rectorat en 96. Et ce sera la seule, il n'y en a pas eu depuis. Mais ce n'est pas un vrai contrôle, une vraie inspection en bonne et due forme où on voit un certain nombre de professeurs, où ils sont notés, où on va faire des rapports sur chacun d'eux, etc. Hein, et il n'y en a toujours pas eu d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Les entretiens sont menés avec des lycéens qui en fait ont été choisis par l'institution, alors que les problèmes se posent avec des collégiens. Et en fait, ces lycéens sont triés sur le volet, ce sont des gens qui vont adhérer, qui vont être un peu des sortes de petits capots en fait de la violence de l'institution et qui adhèrent. Gulung est opportunément en arrêt donc à cette date-là à cause de faits étranges qui étaient rapportés juste avant. Rédigé le 15 avril 1996, le rapport se concluait ainsi: Par un concours malheureux de circonstances, cet établissement vient de connaître des moments difficiles. La qualité du travail qui y est effectué, l'ambiance et les relations de confiance qui y règnent et la volonté de changement qui existe à tous les niveaux sont autant d'éléments positifs et d'atouts pour la réussite de Notre-Dame de Bétharram. Le rapport affirme également: Notre-Dame de Bétharram n'est pas un établissement où les élèves sont brutalisés. C'est hallucinant. Et ceci alors que toute la lecture du rapport confirme les violences physiques à minima. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme les articles de journaux. Il y a ce qu'il y a dans l'article et puis il y a le titre. Voilà. Donc là, c'est le rapport d'inspection. Il y a ce qu'il y a dans le rapport et puis il y a la conclusion qu'il faut dire. En 2025, âgé de 88 ans, Camille, l'inspecteur de l'époque, admettra du bout des lèvres que son rapport, je cite, ne tient pas la route actuellement. Ah oui, parce que les standards ont changé. Ça doit être ça. Alors qu'à l'époque non plus, il ne tenait pas la route, et qu'il, lui, avait même été vraisemblablement commandé, en fait, pour blanchir Bétharram et clore le dossier, ce qui a été fait. Ce n'était pas une inspection en bonne et due forme, et il le sait très bien. Il joue le naïf et tente de se dédouaner de son immense responsabilité, ainsi que celle de son institution et de tous ses collègues qui l'ont précédé et suivi à ce poste. Je cite: Je n'ai pas cherché à savoir ce qui se passait dans les dortoirs ou avec les internes. Je suis reparti en ignorant totalement ce qui, aujourd'hui, est reproché. Bah voyons. Bien sûr, il est totalement faux que les faits reprochés ne concernaient que les dortoirs ou les internes. Les violences étaient exercées par les professeurs en cours également, en toute décontraction. Il le sait aussi, et tente piteusement d'éluder les compromissions qui l'ont mené à accepter de fermer les yeux alors que tout le monde savait. Il nous fait croire que l'absence de Madame Gulung était fortuite, alors qu'elle a été provoquée et que rien ne l'empêchait de la rencontrer au vu de ses nombreux courriers d'alerte. Il pouvait la rencontrer en dehors de l'inspection, la convoquer, la recevoir éventuellement dans son bureau. Et il avait 1000 manières de savoir. Et puis cette Madame Gulung avait fait des signalements écrits. Donc évidemment que ça ne concernait pas que l'internat, et évidemment qu'il le savait. Et évidemment qu'il était en mission commandée. Le 11 avril 1996, la République des Pyrénées écrit par exemple que, je cite, « Choqué par les méthodes musclées du pensionnat où les surveillants ne semblent pas hésiter à frapper pour obtenir la discipline, l'enseignante, donc Madame Gulung, a déjà écrit 3 courriers au père Vincent Landel, directeur de l'établissement de 93 à 2000.
mais aussi à la direction diocésaine pour faire part de ses observations. Je cite, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je ne peux pas l'admettre, justifie-t-elle, en se disant étonnée par l'omerta qui règne à Bétarame. Fin de citation. L'article précise que Françoise Gulung a récemment expliqué aux enfants qu'ils devaient apprendre à faire respecter leur corps et leur personne, leur donnant même un numéro vert pour qu'ils appellent, en cas de problème, une association de défense des enfants maltraités. Je cite, je cite l'avocat des victimes de Bétarame, Jean-François Blanco, qui dit aujourd'hui, j'ai déjà été sidéré par la lecture de ce rapport puisqu'il était ahurissant. Il constatait l'existence des violences et des sévices corporels graves, les coups portés contre le jeune de 14 ans que je défendais. Mais sa conclusion consiste à dire que finalement, les élèves n'étaient pas brutalisés. Il y a donc une contradiction évidente, très surprenante, qui montrait que ce travail n'était pas sérieux. Pour ma part, je considère que ce rapport était destiné à couvrir Notre-Dame de Bétarame, à blanchir cette institution catholique, donc explique Jean-François Blanco, l'avocat des familles. Fin de citation. Il a saisi le parquet général de Pau pour ouvrir une enquête pénale et administrative sur l'enquête de Bétarame. Chapitre suivant. Le père Caricard, alias Papy Fraise. Le 28 mai 1998, donc à peine 2 ans plus tard, Pierre Sylvier Caricard, père directeur de 75 à 81, puis de 88 à 94, 93, directeur de l'institution Notre-Dame de Bétarame depuis 1987, est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Par personne abusant de son autorité, pour des faits présumés entre janvier et mai 88 sur Franck, un élève du collège et pensionnaire de l'internat âgé de 10 ans et demi. Le prêtre aurait profité de la fragilité psychique de l'enfant, déstabilisé par la mort de son père, pour se livrer sur lui à des attouchements le matin de l'enterrement, avant que sa mère ne vienne le chercher pour l'emmener aux obsèques. On verra son témoignage plus bas. Le directeur conteste les accusations et dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse. Lors de cette affaire, 3 personnes sont mises en cause, parmi lesquelles donc le père Sylvier Caricard et un surveillant, Patrick M, qui ne sera pas poursuivi. La communauté éducative de l'institution réagit avec réserve et prudence à la procédure judiciaire qui met en cause l'ancien directeur de l'établissement, donc est une 3e personne qui n'est pas citée. Alors qu'il vient tout juste d'incarcérer le père Caricard, le juge Mirande, Christian Mirande, rencontre Bayrou à son domicile car il serait, je cite, inquiet pour son fils, qui est scolarisé à Bétarame à ce moment-là. Je cite, il avait du mal à croire ce qui était reproché à Caricard. Le juge lui confirme que les faits sont patents et établis. Le Monde parle de cette rencontre au domicile du juge dès mars 2024. Même chose dite à TF1. En fait, le juge Mirande se protège en passant dans les médias, mais il n'est pas celui qui tient les ficelles. Placé sous mandat de dépôt, le prêtre reste 2 semaines en détention provisoire à la maison d'arrêt de Pau, avant d'être remis en liberté le 9 juin, à la suite d'une demande formulée en appel à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau au motif que la mise en détention n'est plus nécessaire à la poursuite de l'information. Alors, il faut quand même se pencher un tout petit peu là-dessus, puisqu'on a le témoignage du gendarme Alain Hontan, qui témoigne des faits, quand il a amené Caricard au tribunal de Pau. Il dit « Lorsque j'arrive au tribunal avec Caricard, dans le couloir, le juge Mirande m'attend. Déjà, c'est pas normal. Il me dit qu'il y a un problème, la présentation va être retardée, M. Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier. En tant qu'enquêteur, j'étais stupéfait car c'était la première fois que je déférais une personne et qu'on me disait ça, pourtant Dieu sait s'il m'est arrivé de déférer d'autres personnes beaucoup plus importantes que le père Caricard. 8 jours plus tard, le juge Mirande m'appelle pour me dire que le père Caricard a été remis en liberté par la chambre d'accusation. J'ai dû faire des bonds un peu sur mon fauteuil. Ayant connaissance des faits, ça me paraissait être une décision intolérable. Fin de citation. Alors, le procureur général s'appelle Dominique Rousseau, et il demande au juge Mirande une remontée du dossier à la demande de Bayrou pour, à minima, se renseigner sur son contenu, évidemment. M. Bayrou dit oui à mes enfants, je m'inquiète. Non, il veut des infos. Voilà. Et puis, il y a de grandes chances que ces infos-là vont circuler jusqu'à Bétarame pour voir ce qu'il y a dans le dossier et se défendre. Hein. Donc c'est vraiment, on est dans un truc très franchouillard, qui n'a aucun sens. Et voilà, un homme politique qui voudrait
comment dire, faire très attention à sa carrière, il ferait exactement le contraire, hein. Surtout, il n'interviendrait pas parce qu'on pourrait l'accuser d'être jugé parti et d'avoir ce qu'on appelle du trafic, c'est un peu du trafic d'influence, si on veut. Donc, un premier signalement du procureur général près de la cour d'appel de Pau a effectivement été effectué le 15 juin 1998 auprès d'Elisabeth Guigou, alors ministre de la Justice. Le courrier est suivi d'un autre le 23 décembre 1998, en forme de point d'étape, affirmant qu'une commission rogatoire est en cours pour entendre de nombreux anciens élèves de l'établissement. Il a également, suite à une conversation téléphonique sur le même sujet le 26 mai 1998, écrit à la garde des Sceaux pour lui exposer les faits ayant conduit à la mise en examen et l'incarcération de l'ancien directeur de l'établissement, le père Caricard. Alors on va s'arrêter 2 secondes sur ce monsieur. Donc pour vous situer le personnage, Dominique Rousseau, donc c'est un fils de magistrat de La Rochelle, qui devient magistrat également. Et en fait, lui, c'est illustré notamment ce que j'ai trouvé dans la presse au moment des Gilets jaunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc les Gilets jaunes, c'est un mouvement populaire qui réclamait plus de justice sociale et qui, au lieu d'avoir des revendications entre guillemets personnelles, avait dit, ben nous, on n'est pas là pour faire un coup d'État ou imposer des choses aux gens, mais on aimerait plus de démocratie. On aimerait avoir plus de moyens pour s'exprimer et que le peuple en entier, et pas que les Gilets jaunes, ait plus de moyens pour s'exprimer. Donc ils ne défendaient pas des choses qui étaient juste pour eux, ils défendaient en fait d'avoir plus d'acquis démocratiques pour tout le monde. Et notamment, ils défendaient une chose qui s'appelait le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et en disant qu'en fait ce référendum, c'est s'il y a un certain nombre de citoyens qui veulent, qui proposent une loi par exemple, ou qui veulent un référendum sur quelque chose, eh bien, en court-circuitant totalement la représentation nationale, on peut demander son avis au peuple. Donc évidemment, on est dans un gouvernement représentatif, on n'est pas dans une démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui vote les lois. Vous n'avez jamais voté les lois, vous qui nous écoutez, sauf si vous êtes député, et ou sénateur, ou ancien. Et donc, évidemment, on n'est pas dans une démocratie directe, on est dans un gouvernement représentatif. Donc forcément, court-circuiter ça, ça gêne beaucoup de gens. Donc, lui, dans la presse, les Échos, il est venu dire que le RIC était un outil de la tyrannie. Je cite Dominique Rousseau, « Je suis hostile au référendum car ils sont un faux ami de la démocratie. Le référendum est le moyen utilisé par les gouvernants pour canaliser le ressentiment populaire à l'égard des représentants. » Fin de citation. Donc là, on est carrément dans le livre 1984 de George Orwell. On pourra rajouter la ligne « La démocratie, c'est la dictature hein, », évidemment. On fait de la démocratie directe. Ah ben non, la démocratie directe, c'est un truc de tyran. Oui, bien sûr, c'est évident. Alors évidemment, quand lui parle de démocratie, il parle de gouvernement représentatif. Il ne parle pas de réelle démocratie puisqu'il n'en veut pas. Revenons, donc les motifs invoqués par la chambre d'accusation, donc le procureur général Rousseau, étaient, en fait, je cite, ceux qui habituellement justifient le maintien en détention. Vous voyez, les motifs habituellement qui permettent le maintien en détention ont été utilisés pour le libérer, selon l'avocat du plaignant, interrogé par Le Monde en 2024. Le juge d'instruction exprime rétrospectivement son étonnement devant cette décision inhabituelle au vu de l'aspect hors norme de l'affaire. Eh oui, c'est étonnant, hein. Chaque fois, nous c'est ce qu'on a constaté au Pédo quand on est allé dans les tribunaux. La justice fonctionne très bien pour tout ce qui est normal, voilà, tous les petits crimes, les petites choses. Puis bizarrement, dès qu'on est sur la pédocriminalité, et encore plus si ça implique des notables, là, bizarrement, ça déraille, ça dysfonctionne, on voit des trucs complètement originaux, qui n'ont pas de sens, voilà, mais comme d'habitude. Donc tout ça n'est pas surprenant en ce qui nous concerne. Sans faire état de pression, il évoque néanmoins à l'époque de nombreuses questions de sa hiérarchie sur la suite qu'il compte donner au dossier et relate la visite de François Bayrou dans le laps de temps des 10 jours d'instruction de l'affaire. Donc là, vraiment, il essaye aussi de se dédouaner en disant non, mais c'est pas moi, j'ai bien signalé par mes écrits. Ouais, le juge Mirande, pareil, hein. Il savait très bien ce qu'ils étaient en train de faire et que c'était pas dans les clous. Hein. Mais c'est pas nous, c'est la ministre, j'ai informé tout le monde, voilà. Donc voilà, il se doutait bien que peut-être un jour ça pouvait sortir et il voulait surtout pas être responsable, parce que c'est des gens qui aiment bien toucher l'argent mais qui n'aiment pas être responsables. Avoir du pouvoir mais pas de responsabilité. François Bayrou est alors parent d'élève, député des Pyrénées-Atlantiques, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et ancien ministre de l'Éducation nationale. Ce dernier lui exprime, je cite, ses interrogations et ses doutes sur la culpabilité du prêtre. En effet, je cite des témoins, on retrouvera plus tard le premier plaignant de 98 dénudé dans les rues de Bordeaux.
Alors quel crédit accorder à ce entre guillemets déchet de l'humanité? Ça décrédibilise tout, c'est facile. Et oui, puisque la personne ayant subi tout ce qu'il a subi a une vie très compliquée et psychologiquement très fragile au point qu'effectivement il s'est retrouvé à poil dans les rues de Bordeaux. Le 6 juillet 98, Pierre Sylvier Caricart est autorisé à quitter la France pour rejoindre le siège de sa congrégation à Rome. La levée du contrôle judiciaire du religieux est également jugée, je cite, insolite. Fin 99, le procureur de la République convoque de nouveau l'ecclésiastique à la suite d'une seconde plainte contre lui de la part d'un ancien élève de Bétarame, orphelin de père, pour des faits d'agression sexuelle dont il aurait été victime de la part du prêtre lui aussi une douzaine d'années auparavant. Puis à sa suite, une troisième victime se manifeste. Où je cite, on ne touchait pas aux enfants Bayrou, mais il savait, car il voyait les violences sur les autres camarades. On recueille en faveur du prêtre des témoignages d'anciens élèves. Parmi ceux-ci, les 6 pages de Bruno. Bruno relate ses week-ends, ses vacances en compagnie du père Caricart. Mais là, une semaine plus tard, Bruno se présente seul devant le juge et il demande à être entendu. Tout ce qu'il a écrit est exact, dit-il, mais il manque seulement les fellations et les attouchements. Son témoignage se transforme et du coup il est accablant. Lui, il est un jeune homme bien sous tout rapport, pas dans le genre de l'autre qui se balade à poil dans la rue de Bordeaux. Il veut soutenir Fred, donc le deuxième témoin, la deuxième victime, fort, seul en son combat. Sa petite amie lui conseille de se libérer de ces années qui lui pèsent. Seconde mise en examen, le père est convoqué pour audition le 12 janvier 2000. Le 5 janvier 2000, le prêtre, âgé de 58 ans, donc une semaine avant, disparaît. Une semaine avant de devoir se présenter devant le juge d'instruction. Une lettre est retrouvée annonçant son suicide, je cite, « J'ai accompli mon chemin de croix, je suis au Golgotha, ma croix va se lever. » Fin de citation. Celui-ci affirme qu'il n'a violé aucun enfant, et que face à l'acharnement et au harcèlement dont il est l'objet, sa vie sur Terre s'achevait. Le 2 février, son corps en état de décomposition avancée est repêché dans le Tibre, donc le fleuve, à Rome. Il est méconnaissable, mais ses vêtements, un chapelet et une carte d'identité à son nom sont retrouvés sur lui. Puis le 8 février 2000, le procureur prend de nouveau la plume, quelques jours après le suicide du père Caricart à Rome, mis en cause par un autre ancien élève. Dans cette lettre, il tient à, je cite, rendre compte des derniers développements de cette procédure qui sont susceptibles de lui redonner un certain impact médiatique local, voire national. Durant toute cette affaire, on n'a aucune réaction de Elisabeth Guigou. Et on le comprend bien, vu son comportement, dans l'affaire Zandvoort. Je vous renvoie à un autre article réseau, les CD-ROM de Zandvoort. Pour faire très court, il y avait énormément d'enfants, de pédopornographie qui avaient été saisis chez une sorte de dealer, de diffuseur de pédopornographie, donc à Zandvoort, la station balnéaire de Amsterdam. Et une association avait réussi en fait à le choper et à prendre tout ce matériel et il l'avait remis en main propre à Elisabeth Guigou, qui a enterré les DVD, tout simplement. Voilà, parce que c'était filmé, alors c'était pas en main propre tout à fait, il y avait un intermédiaire, mais voilà, toute cette affaire a été enterrée, alors qu'Elisabeth Guigou ne pouvait pas dire qu'elle n'était pas au courant et était ministre de la Justice à l'époque. Aucune suite n'est donnée aux auditions des nombreux élèves, soi-disant entendus. Le père Caricart est enterré en France dans le petit cimetière de la Congrégation à l'Estelle-Bétarame le 10 février 2000 en présence d'Elisabeth Bayrou, donc l'épouse de François Bayrou. Le 10 novembre 2000, le corps du religieux est exhumé après qu'il y ait eu des doutes sur son identité été exprimés. Le 5 décembre, l'identification visuelle de plusieurs témoins et donc l'identification ADN confirme bien que le corps enterré est bien celui de Pierre Sylvier Caricart, mettant du coup un terme à l'enquête et à la procédure pénale. Ça arrange tout le monde. En 2000, un ancien élève porte plainte, donc 2 ans plus tard, mais elle est classée sans suite après une enquête bâclée. En 2009, des parents écrivent à Bayrou sans réponse. En 2009 également, un article est écrit par une journaliste de Mediapart sur le blog de Mediapart, Dominique Conil, qui fait état de la situation. Sans écho. En 2021, le diocèse de Bayonne-Pau a été le seul de toute la France à refuser d'ouvrir ses archives à la commission sur les violences sexuelles commises au sein de l'Église, le fameux rapport Sauvé. Vous pouvez le télécharger dans le corps de l'article, ainsi que les témoignages.
Alain Esquire et Pascal Gély, donc deux anciens élèves, créent donc en octobre 2023 un groupe Facebook pour dénoncer les violences commises à Betaram. Aujourd'hui, on compte plus de 2000 membres dans ce groupe Facebook privé et rassembler les victimes. La médiatisation commence en décembre 2023, donc c'est bien plus tôt que tous les événements actuels, sur RCF Bordeaux, donc la radio catholique, pour atteindre rapidement un niveau national début 2024. C'est repris par pas mal de monde. En février 2024, les premières plaintes, donc suite à cette action, provoquent une ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Pau. Un premier surveillant est finalement incarcéré en préventive fin février 2025. Deux autres sont relâchés pour prescription des faits. Donc on va passer maintenant à une partie plus sur les témoignages pour qu'on se rende compte un petit peu plus de ce qui s'est passé pendant ces décennies. Et puis comme vous le voyez avec la suite des faits, finalement, il y a eu quelques occasions à des moments de pouvoir lever le voile sur tout ça, mais ça a toujours été bien étouffé, et voilà. Alors que tout le monde savait, comme d'habitude. On va le faire de manière chronologique, donc on a un premier... Alors voilà, une sélection, c'est ceux qui ont parlé dans les médias, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui parlent pas, il y en a beaucoup qui sont morts, il y en a beaucoup, énormément qui se taisent, il y en a beaucoup qui ont pu se suicider, qui sont dans la drogue, qui ont des vies écorchées, et voilà, vous imaginez bien. Donc c'est juste pour se rendre compte de ce qui s'y passait. 1957-1961, Jean-Marie Delbos. Donc c'est la, entre guillemets, toute première affaire. Vous imaginez si on avait pu lever les choses en 57, le nombre de victimes qui auraient été évitées. En 1957, le père Henri Lamas est nommé enseignant au collège du lycée Notre-Dame de Betaram, établissement privé catholique accueillant à l'époque seulement 70 enfants et adolescents âgés de 10 à 17 ans dans le cadre du petit séminaire. Vous voyez, ça a pris de l'ampleur par la suite, si on avait stoppé les choses à ce moment-là. Surveillant du dortoir, le prêtre viole de nombreux enfants de l'internat au moyen de masturbation et de fellation. Jean-Marie Delbos, plaignant dans l'affaire, est orphelin, âgé de 15 ans à l'époque, et peu après interné à l'hôpital psychiatrique militaire de la Cité Royale. Donc sans consentement. Il dénonce une manœuvre des pères du Sacré-Cœur de Jésus de Betaram afin de discréditer son témoignage. À sa sortie de l'hôpital, sa grand-mère, responsable légale de Jean-Marie Delbos, se voit menacée par 3 prêtres de saisir ses biens si l'affaire venait à s'ébruiter. Donc là, vous voyez, en 1957, les moyens de rétorsion étaient autres. On vous faisait interner en hôpital psy, et si t'étais pas content, on prenait tous tes biens. En 2010, il raconte son témoignage dans une lettre envoyée au Saint-Siège. Henri Lamas s'est alors muté en Cisjordanie, à Bethléem, cette même année, donc en Israël. En 2018, Henri Lamas, devenu supérieur de la communauté de Bethléem, revient à Betaram pour y prendre sa retraite, tranquille bilou, dans l'EHPAD communal situé au sein de sa congrégation. Il assure l'aumônerie du Carmel de Bethléem. À ce jour, Henri Lamas réside toujours et encore à l'EHPAD de Betaram sans qu'aucune sanction canonique n'ait été prise à son encontre, et il nie les faits qui lui sont reprochés. Donc on va citer Jean-Marie Delbos. C'est une institution de salopards, point, et le mot est faible. Tous les provinciaux ils savaient, ils n'ont jamais rien dit. Ils nous masturbaient, puis ils nous faisaient des fellations, soutane ouverte, ils nous disaient « rendormez-vous, c'est rien ». On était terrorisés. Je lui ai donné au directeur et au père directeur les noms des gamins, des autres enfants violés. Le directeur les a appelés un par un et leur a dit « dehors ». Il les a virés de l'établissement. D'accord ? Donc à chaque fois, les citations que je vous fais, c'est vraiment un petit peu l'essentiel de ce que chaque témoin en termes de faits dit. Pour autant, je vous ai mis les témoignages vidéo quand il y en a. Vous pouvez en prendre connaissance où les témoins racontent plus de choses. Et vous voyez mieux l'ambiance, et vous les voyez parler, vous voyez les émotions, vous comprenez mieux. Voilà, je vous incite à ne pas hésiter à les regarder. Fin des années 70, Christophe. Il affirme avoir été violé par le père directeur de l'établissement. Je cite. « Mais il y en a 3 aujourd'hui en garde à vue, mais malheureusement les plus graves sont décédés. Celui-là, il s'est suicidé en montrant le père Caricard sur une photo, ce salopard. » 73, 1980, Emmanuel. Je suis arrivé à Betaram en 73, j'avais 9 ans et j'y suis resté jusqu'en 80. Quand je regarde aujourd'hui mon cahier de catéchèse, je me dis que j'étais au cœur d'une secte.
Le conditionnement psychologique, physique et culturel, c'était ça la force de Betaram. La violence, c'était l'ADN de l'établissement, et cette hyperviolence va de pair avec l'hypersexualisation. Le père Carricard avait des mains baladeuses, il nous touchait les fesses. Il est, à ce moment-là, entouré de cheval, mais aussi de pions et d'enseignants violents. On y reviendra à qui était cheval. Damien Saget. Un glissement vers les abîmes. Personne n'avait accès au fonctionnement de l'internat. C'était la réserve de chasse. Moi, tous les soirs, pendant 3 ans, je mettais mon sexe dans un gant de toilette. Avant d'aller dormir, c'était ma petite armure. Ils voulaient des éphèbes. Des ados poilus ne les intéressaient plus. On avait la peur au ventre. La violence allait du tabassage au viol, et moi j'étais au milieu. J'ai subi des agressions sexuelles du père Carricard et d'autres élèves. Mais on n'en parlait pas, on n'avait pas les mots pour ça, on était agressé tout le temps. La situation exceptionnelle devient la norme. Ma dernière année à Betaram, j'ai 15 ans et je suis nommé surveillant de dortoir. Je suis tout seul avec les petits de CM2 et de 6e. Les enfants se faisaient pipi dessus dans leur lit quand le surveillant surnommé Cheval retournait sa chevalière avant de frapper. « Regarde ce que tu m'obliges à faire » disait-il tout le temps. Cette phrase, je l'entends encore, c'est une phrase de prédateur. Dans mon dortoir, il y a 35 petits lits, un soir Carricard débarque. Je le voyais mettre la main entre les cuisses des enfants. Je mets en place des stratagèmes. Il vient dans le dortoir 1 à 3 fois par semaine, entre minuit et 2 heures du matin, donc je garde exprès ma lampe allumée jusqu'à 3 heures du matin. J'avais trafiqué la serrure de la porte pour qu'elle couine quand il l'ouvrait, et que je l'entende arriver. Je n'ai pas dormi cette année-là, j'étais épuisé. Pour moi, Betaram, c'était un puits aux âmes, une zone de non-droit. Ça a détruit ma vie. La culpabilité m'habite depuis des années. Est-ce que j'aurais pu sauver plus d'enfants? Il va me falloir toute ma vie pour tirer le fil de cette pelote monstrueuse. Mon burn-out m'a fait me poser plein de questions et j'ai compris que j'avais voulu anesthésier mon cerveau par le travail. Aujourd'hui, je vis les 2 pieds dans la merde, avec le bruit et l'odeur. Moi, je n'attends rien, le mal est fait. Dans ma tête, j'habite encore à Betaram, avec des cauchemars et des terreurs nocturnes. Aujourd'hui, dans le collectif, en sachant qu'on est tous victimes, on ne trouve pas la parole. On peut juste se regarder et pleurer. Éric Véron, 1979-1982. Oh, il m'a pris pour son sextoy. Il venait me chercher à la gare, Carricard. Si j'étais seul, c'était un arrêt forcé, obligé de lui faire une fellation. Si je ne voulais pas, il me bouchait le nez, pour m'empêcher de respirer. J'ai tout fait pour aller à l'infirmerie aussi, mais il m'y poursuivait. Et si j'y étais tout seul, voilà, c'était la traque. Il ciblait des jeunes perdus comme moi, loin de leur région et de leur famille. C'est infernal. Après, on est terrorisé aussi parce que de l'autre côté, les surveillants, les profs, tout le monde est violent là-dedans. Je flippais qu'ils viennent la nuit, alors je dormais très très peu. 4 heures par nuit, c'était le bout du monde. J'étais toujours réveillé, la tête sous le drap. Je faisais attention à la moindre torche qui s'allume, c'était le cauchemar. Genre pourvu que c'est pas moi. Tout le monde le savait entre Bordeaux, Bayonne et toutes ces villes. J'ai élevé mes petits dans la haine du curé. C'était il y a 40 et quelques années, donc il y a prescription. Je ne vois pas ce qu'elle va faire la justice pour moi. 1981-1983, Jacques. C'est le cas de Jacques qui nous avait détaillé les attouchements subis pendant 2 ans de la part de l'ancien surveillant général, surnommé, donc Damien Saget, Cheval, entre 81 et 83. Je cite. Il me mettait la main dans le pyjama, ça a duré 2 ans. Je ne pouvais me confier à personne, avait expliqué cet employé de 52 ans. J'ai fait du sport pour me vider la tête, mais impossible d'oublier. Je me suis mis à boire, mais ce n'était pas la bonne solution. Puis on explose, on raconte aux copains qui conseillent de se faire suivre, par un psy, mais on n'ose pas, on a honte, on se sent coupable. Les relations sentimentales sont chaotiques, j'ai plusieurs fois pensé à me foutre en l'air, avait-il confié. Olivier Bunel, 1981-1983. J'ai dit, il y a un monsieur qui m'embrasse de force et qui m'embrasse sur le zizi, ma grand-mère ne m'a pas cru. Le surveillant général Cheval, de son vrai nom Damien Saget, était le plus tyrannique. Il nous terrorisait, il n'y a pas de mots pour décrire ce genre de personne. Ces voyages en bus qu'on faisait avec la boule au ventre de Bayonne à Betaram, et on avait l'impression d'arriver en prison en fait. C'est lui qui nous gardait, qui faisait ses rondes. Tout se faisait au milieu de la nuit, rien ne se faisait à la vue des autres. On a toujours eu l'impression d'avoir été seuls. Après nous avoir fait du mal, comme sur le perron, pendant des heures, à genoux, en sang, dans le froid, sur une règle métallique carrée, et si on bougeait, on prenait une demi-heure de plus, et dans l'infirmerie, il nous disait « T'as vu ce que tu m'as obligé à faire ?» Puis il nous violait, et nous faisait des fellations. Et si on en parlait, on prenait le reste la semaine qui suivait. Je veux être là le jour où nos bourreaux arriveront à Pau, menottés,
et les regarder droit dans les yeux. Plus jamais ça, qu'il y ait un avant et un après Bétarame. Simon, 1984-1990. C'est le cas de Simon, donc un ancien élève qui le compare à un prédateur. L'homme lui aurait imposé une fellation lors d'un séjour à l'étranger chez sa tante où le surveillant qui s'était rapproché de la famille avait été invité. Laurent, qui a effectué tout son collège à l'internat entre 84 et 90, cible le même homme et raconte avoir été violé lors d'un voyage scolaire donc au Maroc en fin de 5e. Vous avez une photo du dortoir de l'internat. 1985, Frédéric. Frédéric se souvient d'une journée en particulier, celle du 29 mai 85, où il a eu affaire à Damien Saget, alias Cheval. Je cite. Il y avait un surveillant qu'on appelait Cheval qui m'avait puni. On avait très peur de celui-là parce que c'était lui qui tapait le plus fort. Ce soir-là, après lui avoir fait subir la punition du perron, Cheval emmène Frédéric dans son bureau. Je cite. Je pleurais à chaudes larmes. Il m'a demandé si je voulais un câlin. Innocemment, j'ai répondu oui. En fait, j'étais même plutôt très satisfait car j'avais l'impression d'être protégé. Il m'a caressé le visage, les cheveux, les cuisses. La dernière image que j'ai de lui, c'est qu'il a les jambes écartées à travers son pantalon marron. Je devine son sexe et il me met le visage sur son sexe en érection. C'est la dernière image dont je me souviens. Némès, 86-92. Bernard Ségur me convoque dans son bureau. Je ne sais pas comment. La scène d'après, je suis assis sur ses jambes. Il a sa bouche, sa langue qui se balade dans la mienne et je comprends pas ce qui m'arrive. Ses mains qui se baladent sur moi, sur mon corps. Il me masturbe. Moi, je sais pas comment m'asseoir parce que je sens son pénis dur sous moi. En fait, à ce moment-là, je disparais dans ma tête, j'existe plus. La scène d'après, il me donne des bonbons. Il me dit prends-en plein. Et là, j'oublie tout. Je disparais. La puissance des baffes, c'était pour détruire. La première que j'ai prise de Cheval, je rigolais lors d'une distribution de photos. Tout le monde s'en va et il me dit de rester. Il me dit pourquoi tu rigoles? Je suis éberlué, je sais pas quoi dire, et là, il me regarde droit dans les yeux, un sourire narquois, et avant que j'aie compris quelque chose, j'avais reçu une déflagration dans ma joue. Quoi? Je la sentais même plus, le goût du sang dans ma bouche. J'en ai reçu d'autres par rapport à mes actes de rébellion sur le racisme, genre on me disait sale négro ou sale négro tu pues. Et là pareil, c'était des baffes pour exploser la tête à un gamin. Plus tard, je me suis auto-saboté dans la boisson, la drogue, la vie nocturne. J'ai vraiment pris beaucoup de risques. Il y en a qui ont mis fin à leur vie dans cette histoire. Il y en a qui ont sombré, qui s'en sortent pas du tout. La prescription, quand même, c'est incroyable. Le message, il est où? Faire en sorte que les adultes qui voient quelque chose soient obligés de le signaler et mettre en place quelque chose, quoi. Boris, 1988-1989. Je rentre à Bétarame pour me préserver parce que je suis déjà victime d'un réseau de pédophiles à Bordeaux. J'arrive, je vois les enfants pleurer, personne ne vient vers moi, personne ne m'explique, et là, ça commence. Le coup de sifflet, où tout le monde se met en rang et se fige, tout marche au claquement de doigts. Le petit-déj, c'est du pain dégueulasse, du lait et du café coupé à l'eau. Papy Fraise, c'est le père Caricard, qui a priori est la personne la plus gentille qu'on ne peut soupçonner d'être violent, et dont on s'est aperçu que c'était certainement une des personnes les plus perverses de cette génération-là. Il sait très bien pourquoi je suis rentré là. Il me fait appeler dans son bureau, est très gentil avec moi, et me rappelle que c'est un jour exceptionnel car c'est mon anniversaire. Il finit par me faire venir sur ses genoux et m'embrasse, me caresse l'entrejambe et me viole. Il achète mon silence avec une enveloppe de 50 francs, comme le faisait mon ancien agresseur. Avec Cheval, pareil, même méthode. Sur le manque affectif, il me fait venir dans son bureau et me fait venir sur ses genoux. C'était une violence sadique. Comment on peut infliger autant de violence à des enfants aussi jeunes? Pascal Gély, 1989-1990. Il y a ces actes de barbarie, c'est des piqûres avec de l'eau, avec de l'alcool. Moi j'ai vu un surveillant arracher une grosse touffe de cheveux à main nue, et puis le fait de nous laisser dehors toute la nuit sur le perron quand on est gosse. Dès le premier soir, je me rends compte que j'ai fait la plus grosse bêtise de toute ma vie à 14 ans en demandant à entrer à Bétarame. J'ai des blackouts comme toutes les victimes. À 40 dans un dortoir avec des lits en ferraille, un papa d'amis militaire de carrière disait que les soldats étaient quand même mieux logés que nous. J'ai pas les codes. Je me lève dans le bus, des lycéens sont responsables et me tabassent à 4 à l'arrêt suivant. La violence était en cascade et les lycéens relayaient cette violence. Elvis, un autre surveillant, un surnom de notre surveillant, arrive sur Arnaud, donc il décrit une scène, il prend ses cheveux et il fait tellement de tours qu'une touffe lui reste dans la main. Et je revois un rond blanc de la taille d'un carreau de lunettes de peau arraché sur le cuir chevelu.
Tu crois quoi? Dit-il au gamin. Prends tes cheveux et mets-les à la poubelle, je veux plus t'entendre, et les autres c'est pareil. Un peu de bruit dans le dortoir, mais vraiment presque rien. Albator allume la lumière, donc un autre surveillant. Tout le monde, les 40 jeunes, au garde à vous devant leur lit. Pas un bruit. Et ça dure. Ça dure. Et là, un élève tombe dans les pommes comme un pantin. Malaise vagal. Et là, vous avez 39 garçons qui ne bougent pas. Pas un bruit. Personne n'ose l'aider. Loïc, 1992-1994. On est typiquement dans un établissement du 19e siècle. C'est insalubre au possible. Il y a 4 toilettes pour 50 élèves, lavées une fois ou 2 par semaine, donc les toilettes c'est un cloaque absolu. Les douches, il y en a 2 par semaine, mais avec pas assez d'eau chaude pour tout le monde. Ou parfois il faut passer par l'extérieur pour y aller, avec un soupirail ouvert qui donne sur la rivière, c'est complètement carcéral. Si on ne se lève pas assez vite le matin, le lit est entièrement renversé sur nous. C'est extrêmement violent et dégradant. Le perron, c'est vraiment du dressage. Je vois pas d'autre objectif que de faire peur, et la peur qui crée tout le climat de l'établissement. Je me souviens de cet élève qui s'était un peu rebellé, et le surveillant s'est jeté sur lui, il l'a saisi par le col et l'a traîné dans toute la salle d'études, et il l'a jeté dans les escaliers en le tenant par le col et par la ceinture. Franck, 1998. À 11 ans, le jour où je devais me rendre à l'enterrement de mon père, Caricard me réveille avant tout le monde et m'emmène dans une salle de bain au sous-sol avec une baignoire. Il me dit « Est-ce que tu veux que je te lave ?» Comme une poupée inerte, je n'ai pas de mots ou de réaction. Il s'est déshabillé, il a essayé de me sodomiser, il n'a pas réussi. Il m'a retourné violemment et il m'a mis son sexe dans la bouche. Quelques heures plus tard, il accueille la mère de Franck, père Caricard, qui vient chercher Franck pour les obsèques de son père en lui faisant la bise et rend l'enfant complètement perturbé au maximum, selon les dires de sa mère. Franck fera une tentative de suicide à Bétarame en 1999. Adrien Honoré, 2003-2005. Quand vous arrivez là-bas, vous y arrivez et vous y restez. Ça nous a détruits là-bas. Le dernier jour est arrivé, mon persécuteur me dit « Ça y est, vous vous barrez enfin ?» Rassurez-vous, lui dis-je, un jour, je reviendrai et j'aurai votre tête. Malheureusement, il est mort l'an dernier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est toujours de raconter. Moi, je le revis à chaque fois. C'est toujours dur de raconter. Moi, je le revis à chaque fois. Là-bas, c'était un broyeur d'enfants. Les victimes devenaient les bourreaux d'autres élèves. Personne ne se disait rien car c'était « Mon Dieu, je ferme les yeux et je prie pour que ça soit pas moi ». C'est ça l'omerta de Bétarame. Vous priez pour qu'il ne vous repère pas et vous laisse un peu dans un coin. J'ai vécu la violence physique, la violence psychologique, la violence sexuelle. J'étais dans le dernier cercle de l'enfer. C'était des tabassages, on me poursuivait dans les bois. J'avais eu des frottements et des comportements inappropriés de certains prêtres. Et après ça, a été aussi plusieurs agressions sexuelles par des élèves qui m'enfermaient dans les toilettes et qui me violaient. Caroline. Caroline est l'une des filles d'un surveillant devenu professeur à Bétarame pendant plusieurs décennies. Il tabassait ses enfants à la maison, comme ses élèves, la journée. Elle a été violée de manière répétée par son instituteur dans son école Saint-Joseph à Jurançon, mais son père a minimisé. Bétarame est un collège-lycée uniquement pour les garçons. D'autres filles victimes aussi, donc à l'école Saint-Joseph de Jurançon, aussi parlent. Une plainte est déposée, mais ces cibles sont des petites, presque exclusivement issues de l'immigration ou en foyer à l'ASE. Il a finalement été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir violé une dizaine de gamines. On rappelle que quand on se tient sage en prison, on fait que la moitié de sa peine. Il s'est remarié en prison avec une maman d'élève, donc sa femme de l'époque a divorcé suite au fait, et aujourd'hui il encadre des enfants. Alors, il faut savoir que Bayrou venait dîner chez eux. D'accord? Donc elle témoigne. Je cite. C'est quoi? C'est être à moitié nu, été comme hiver, la nuit, sur la terrasse. Des privations alimentaires, j'ai dû voler pour manger assez jeune. Des coups de livre dans la figure ou sur le corps pour ne pas laisser de traces.
Mon destin était tout tracé, d'après mon père, je devais finir sur un trottoir, il me traitait de pute, très jeune. Il se targuait très régulièrement des sévices qu'il infligeait aux élèves. Il pratiquait un sport de combat et il savait où et comment frapper. Et il n'y avait pas de secret sur ça. J'ai peur de parler aux policiers, car j'ai peur des représailles. 2 policiers qui insistent énormément finissent par vous faire douter du peu que vous avouez, et aussi on vous rabâche que ce que tu dis va avoir des conséquences très négatives sur cette personne, donc fais bien attention. Presque on vous menace en vous faisant culpabiliser. Plus tard, on se retrouve à 10 petites filles de CM1 dans le bureau du juge, avec l'accusé devant nous, de dos, entre nous et le juge. Les petites filles face au juge, donc. À un moment, il se retourne, et il nous fixe toutes, une par une, et installe une crainte chez tout le monde. Ni le juge ni les policiers présents ne disent rien. Au bout de quelques minutes interminables, le juge lui dit de se retourner. Ça laisse l'empreinte indélébile qu'on ne peut faire confiance à personne. Une intimidation validée par la justice, c'est effrayant. Ma mère a fait une lettre pour soutenir l'instituteur pédocriminel, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mon frère en CE1 a tenté de se pendre dans les toilettes de l'école avec son lacet parce qu'on vivait des violences extrêmes à la maison. Il exprimait clairement sa volonté d'en finir à un âge très jeune. J'ai été violé une seconde fois à mes 18 ans dans mon domicile parental avec une tentative d'étranglement. J'ai voulu déposer plainte, la policière m'a incité à faire une simple main courante. Le jeune est finalement parti en hôpital psychiatrique. L'un des enfants Bayrou venait chez nous car mon père était son prof et on allait aussi chez eux. Les enfants de Bayrou, on ne les touchait pas. Je me souviens de ça dans les discussions entre mon père et d'autres profs de Betaram, mais ils assistaient aux violences. Mon père évoque ses méthodes à Bayrou et il acquiesce. Les gamins sont là pour ça, il n'est pas choqué. Il y a une noirceur dans ces milieux-là qui est proportionnelle à la bienséance qu'on veut bien nous faire croire. Ça crée des dissonances énormes dans la tête des gamins. Il est temps d'assumer, il est temps de regarder la vérité en face. Donc maintenant on passe, c'est plus des témoignages de victimes, on va écouter Antoine Rouget, qui est un des enquêteurs de Mediapart, qui a un petit peu remis les choses sur le devant de la scène suite à la nomination de Bayrou comme Premier ministre. Et il synthétise assez bien les choses. Voilà, c'est bien dit. C'est plus interne à l'Église, ça vient percuter les responsabilités politiques. C'est le réseau des notabilités locales, du socle électoral, des relations d'amitié et de soutien. Betaram, c'était un établissement où il y avait les grandes familles du Sud-Ouest, de Pau, de Bordeaux, de Toulouse, de Biarritz. Quand il y avait des comités de soutien à Betaram dans les années 90, mais Bayrou en fait s'est inscrit dans les pas des personnes qui composaient son environnement social, politique, voire ses relations amicales. Et bien sûr, c'est de ça qu'on parle. D'autres cas similaires dans le sud-ouest. Notre-Dame de Garaison à Montléon-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées. D'autres témoignages similaires à Betaram pleuvent un peu partout dans le sud-ouest. Donc par exemple Notre-Dame de Garaison avec des viols commis sur des mineurs entre 1991 et 1993. Et il y a également un collectif de victimes qui se monte. Le directeur, depuis plus de 20 ans, Joseph Corteggiani, s'était ému dans la presse des faits de Betaram, alors qu'il était lui-même un agresseur. Ironie du sort, c'est ça qu'a lu une de ses victimes, et il a dit non, ça c'est pas possible, et il a commencé à parler. Donc le surveillant général de Garaison le corrige à l'aide d'une cravache pour avoir mangé des biscuits dans son lit. Je cite, « Il m'a traîné, il m'a déchiré mon pyjama, c'était assez fou, mais je me suis retrouvé nu. Il a allumé les douches froides et a continué à me frapper, témoigne Grégory. 83-85. Il fait mine de déplorer des faits alors qu'il est lui-même l'auteur de violences similaires. Cet homme pratique la terreur, il est dangereux pour tout le monde. » Fin de citation. Un autre établissement, Notre-Dame du Sacré-Cœur, dit Cendrillon, à Dax. Donc là, il y a également un collectif de victimes. Vous pouvez leur écrire si vous êtes concerné, ou si vous souhaitez les aider d'une manière ou d'une autre, à desgarbado, enfin le mail est dans l'article, .aficionado@orange.fr. 8 témoignages d'anciens élèves disant avoir été violés, agressés sexuellement ou violentés pendant leur scolarité dans le collège privé catholique des années 60 aux années 80. 3 prêtres et un laïc sont mis en cause. L'abbé G, 5763, recevait le soir dans sa chambre des élèves pour les confesser et en profitait pour les faire asseoir sur ses genoux et leur caresser le sexe ou les fesses.
Il a ensuite été prêtre à Biscarrosse avant de devenir instituteur, à Tartas, à partir de 65. L'abbé est mort en 80. L'abbé C. 59-68 remplaçait également les confessions du soir par des attouchements et des baisers forcés. L'abbé V. 57-58 a violé un ancien élève. Également Monsieur M, donc LAX, 61-64, puis 70-76, a violé un enfant pendant 4 ans en lui infligeant des pénétrations anales et des fellations. Le frère de cet homme était à Bétaram, le frère de Monsieur M, et violé aussi un autre élève là-bas. L'évêque d'Aire et de Dax, Monseigneur Souchu, avait pourtant reçu 2 signalements en 2021, indique ce dernier, après que 2 anciens élèves aient témoigné dans le cadre de la commission Sauvé, justement, chargée de réparer les crimes et délits sexuels commis dans l'Église. Dans cette affaire, donc, 2 plaintes avaient été déposées en 2021, mais elles ont été classées sans suite en raison de la prescription des faits reprochés. Je cite. Chaque matin, il fallait vite se lever. Celui qui flemmardait un peu au lit, le surveillant de nuit, tirait les couvertures. Plutôt que de nous réveiller normalement, il avait quelques mains baladeuses, qui s'égaraient. C'était une terreur absolue. Certains préféraient faire pipi au lit plutôt que de se lever pour aller aux toilettes, avec le risque de se faire agresser. La terreur, c'était de nous asséner d'une claque à nous décrocher la mâchoire avec la marque de la chevalière imprimée sur la joue. J'ai subi des agressions sexuelles, des fellations, pénétrations anales avec les doigts. Oui, j'ai été violé, oui. Ça pouvait être pendant des récréations ou le soir, témoigne Joseph. Un autre établissement, et il y en a certainement plein et plein d'autres. C'est juste qu'il commence à sortir. Là, le podcast, il est fait en mars 2025. On essaiera d'actualiser l'article, mais voilà, on espère, enfin on imagine que ça va ouvrir, libérer la parole sur plein d'autres établissements dans le sud-ouest. Saint-François-Xavier à Ustaritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, en 1983, où Cyril Gann en CM2 a été violé par un élève. Il ira ensuite à Bétaram, où il sera encore violé. Je cite. Dès le début de l'année, je me faisais coincer dans un coin de la cour par des élèves plus vieux que moi. L'un d'entre eux me met le ventre sur ses genoux, et en public, il passe sa main sous son short et procède à des pénétrations anales. Après le viol et les coups donnés par des élèves et des surveillants à Ustaritz, j'ai abordé la rentrée 87 à Bétaram avec la peur au ventre. Mais j'étais loin d'imaginer de ce qui m'attendait. Maintenant, on va s'intéresser à une autre communauté, enfin, on change entre guillemets d'établissement, de congrégation et de réseau d'établissements, avec la communauté des Béatitudes. François Bayrou en fait le lien entre Bétaram et la communauté des Béatitudes, implantée principalement dans la région d'Albi au départ. En effet, il a fréquenté et soutenu cette communauté dès les années 80, n'étant au courant d'aucun des crimes qui avaient lieu, malgré, soi-disant, il est au courant de rien, malgré sa très grande proximité avec ses dirigeants, notamment le fondateur Gérard Croissant. Il allait à la messe le dimanche à la communauté de Ney, donc dans le 64, qui est une des communautés des Béatitudes. Ainsi, l'extrait suivant d'un documentaire datant de 2011 est éloquent, je cite, vous pouvez l'écouter, donc François Bayrou, je cite François Bayrou en 2011. « Moi, je n'ai jamais rien vu. Si j'avais su la moindre chose, je vous assure que j'en aurais avisé les autorités. Je déteste l'esprit sectaire. Je les vois vivre depuis 30 ans, je n'ai jamais vu la moindre dérive de cet ordre. » Fin de citation. Donc en fait, lui, il a toujours la même attitude, il nie tout. La communauté des Béatitudes a été fondée par 2 couples protestants en 73 sous le nom de Communauté du Lion de Juda et de l'Agneau immolé, dont Gérard Croissant alias Ephraïm deviendra rapidement le gourou et le prédateur. Elle prône de revenir aux racines juives du catholicisme et de vivre de manière très simple, voire pauvre, comme Jésus de son vivant. Des dérives sectaires se révèlent assez rapidement avec un patrimoine immobilier énorme. Des viols sous emprise du gourou et des viols sur mineurs par dizaines. Cela représente aujourd'hui au moins 51 communautés dans 27 pays. Allemagne, Belgique, Bosnie, Hongrie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Suisse, Italie, États-Unis, Pérou, Kazakhstan, Liban, Israël, Nouvelle-Zélande, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, République centrafricaine, République démocratique du Congo et un orphelinat au Vietnam. Je vous ai mis la carte. En France métropolitaine,
Elle est implantée, avec des bâtiments et des communautés, à Auribeau-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes, à Autrey, dans les Vosges, à Blagnac, en Gironde, à Casteil, dans les Pyrénées-Orientales, à Cuques, dans le Tarn, Sables-d'Olonne, 85, à Lisieux, 14, à Lourdes, 65, Maison-Alfort, région parisienne, donc à Ney, dans le Pyrénées-Atlantiques, à Nouan-le-Fuselier, dans le 41, Pont-Saint-Esprit, dans le 30, Saint-Broladre, dans le 35, en Bretagne, et Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Vous avez également la carte. Fortement marqué par l'arche de Lanza del Vasto, que le fondateur Gérard Croissant avait beaucoup fréquenté et qui était présent à l'abbaye de Bonnecombe dans l'Aveyron, où auront lieu de nombreux viols d'enfants par les béatitudes. Donc le fondateur a créé tout ça. Un autre mentor de Gérard Croissant est un certain Thomas Philippe, inventeur d'une doctrine mystico-sexuelle qu'il avait appliquée à la communauté L'eau vive, nous y reviendrons, appelée l'amour-amitié. En 96, un livre est écrit par d'anciens membres intitulé Les naufragés de l'esprit. Il dénonce publiquement des dysfonctionnements et une obéissance conduisant à l'infantilisation des fidèles qu'il considère comme des dérives sectaires. À partir de 2007, la communauté est l'objet de plaintes en justice pour des abus sexuels notamment. La revue Goliath de la maison d'édition catholique du même nom y consacre même un numéro spécial en juin 2007. Notre-Dame de Bonnecombe dans l'Aveyron. Depuis 2008, de nombreux scandales émaillent la vie de la communauté des béatitudes, notamment celui de Pierre-Étienne Albert, ami proche du fondateur, donc Gérard Croissant, et numéro 3 des béatitudes pendant des années. Confronté par une membre respectée sur ses comportements suspects avec les enfants, Pierre-Étienne Albert lui avoue ses penchants pédophiles et va même lui confier la liste de ses victimes. Elle le convainc d'aller se dénoncer en allant au tribunal pour rencontrer un juge, et dans la voiture, il avoue 15 crimes. Finalement, il en écrit pendant 3 semaines, avec plus de 50 noms. Puis, à sa grande surprise, donc la dame, elle est ostracisée et reclue à l'intérieur même de la communauté, donc interdit d'aller à la messe, interdit d'aller au réfectoire, car elle est soi-disant possédée par le démon. Pierre-Étienne Albert a violé au total au moins 61 enfants de 5 à 14 ans à l'abbaye de Bonnecombe entre 85 et 2001. Une partie des crimes était prescrit. Il a été condamné, écoutez bien, à seulement 5 ans de prison en décembre 2011. Dans un premier jugement concernant 38 enfants, et à 3 mois et 2 000 € d'amende dans un deuxième jugement en 2015 pour une agression sur une jeune fille de 12 ans. Il sera seul sur le banc des accusés, alors qu'au moins 3 responsables de la communauté, dont Gérard Croissant, savaient depuis au moins 10 ans qu'il était pédocriminel. Ce sont les aveux qui ont été recueillis par les policiers. Il y a même une lettre qui l'atteste. Gérard Croissant, dans cette lettre, lui ordonne de garder le silence au tribunal sur ce sujet. Je cite, « Tu ne voudrais pas que tes supérieurs fassent 18 mois de prison ferme. La justice des hommes n'est pas celle de Dieu. » Amélie, une victime, témoigne, elle a été violée de 6 à 11 ans par Pierre-Étienne Albert. Je cite, « Il m'a violée pendant au moins 5 ans. Ça pouvait être en public, sous la robe, ou alors il venait dans ma chambre, ou il m'emmenait dans sa chambre. Cette douleur ne s'atténue pas du tout. On vit avec la souffrance de ce qu'on nous a fait, avec la honte, la culpabilité. Les adultes qui n'ont rien fait et qui aujourd'hui ne font toujours rien et nous laissent avec cette honte en gardant le silence, et eux, ils se lavent les mains de tout ça. » Fin de citation. Gérard Croissant et Philippe Diacre sont finalement renvoyés par l'Église en 2007 et en 2010. Un autre endroit, Notre-Dame d'Autrey, donc également des béatitudes dans les Vosges. En 2008, 10 anciens élèves auraient été victimes de viols de la part de 2 prêtres de l'internat, les pères Dominique Savio, qui se faisaient appeler Georges Silva, Martin de Tours ou Martin Silva, des personnages religieux, et Henri Suzeau, alias Marie-Bernard d'Alès. Dans les années 90, à l'internat d'une école gérée par la communauté des béatitudes au sein de l'abbaye Notre-Dame d'Autrey, 88-2007 dans les Vosges. Ces 30 dernières années, plusieurs responsables de l'Église ont été alertés des agissements des 2 prêtres. 8 anciens élèves se sont déjà suicidés. L'affaire a été classée sans suite en 2010. Dominique Savio a été nommé numéro 2 des béatitudes en 2015, puis finalement écarté en 2023, suite à une enquête du magazine catholique La Croix Hebdo.
Donc cette enquête s'appelait Sous emprise, révélation sur des abus sexuels présumés dans un internat catholique. Vous pouvez tout à fait le lire, il est dans l'article. David a été violé par le berger d'Autrey, s'est suicidé après plusieurs tentatives à Autrey même. Le berger a été transféré dans une autre communauté. Florent, 13 ans à l'époque, en 98, aujourd'hui quarantenaire et père de famille, témoigne. Si j'accepte de parler à la presse, c'est parce que j'ai la rage. J'ai mis tellement de temps à prendre conscience de la perversité de ce que j'ai vécu. Alors aujourd'hui, je n'ai plus peur, c'est à eux d'avoir peur. On nous répétait que d'anciens élèves essayaient de détruire la communauté. Le père Henri Suzeau nous a demandé de ne pas dire aux gendarmes en charge de l'enquête que certains accompagnements spirituels se passaient dans la chambre. J'avais des douleurs anales, je l'ai pris comme un acte médical. Un soir, j'appelle mes parents et juste avant de raccrocher, je dis à ma mère « Il faut que j'aille retrouver le père Suzeau dans son lit pour lui faire un câlin. » Ma mère m'a interdit d'y aller. Florent raconte aussi que le père Henri Suzeau le fait s'allonger nu, de côté, sur l'épaule gauche, dans son lit une place. Je cite. Le prêtre aussi est nu, donc lui aussi est nu. Il se place derrière l'adolescent de 17 ans en chien de fusil et lui dit à l'oreille « Ne bouge plus ». Florent se sent maintenu entre ses bras qui l'enlacent, tétanisé. À plusieurs reprises, Henri Suzeau aurait tenté de le sodomiser. Donc, il y a quelques victimes avec quelques témoignages qui sont dans un documentaire que je vous présente après, donc notamment Nicolas qui parle aussi, Olivier qui lui a été victime dans un autre comité des béatitudes à Til-Château en Belgique. Donc c'est un endroit qui s'appelle les Maries médiatrices de toutes ces grâces à Til-Château. En 2009, un documentaire de Carl Zero intitulé Dans l'enfer des béatitudes est diffusé sur la chaîne 13e rue et expose le scandale pédocriminel au sein des communautés des béatitudes. Ils décrivent, donc les témoins, la séduction d'une famille dont le berger est le père et la communauté la mère. Sauf que le père n'est pas protecteur et la mère pas nourricière. Des techniques d'épuisement se présentent, bâtiments mal chauffés, manque de nourriture, très pauvres. Ils sont pas forcément soignés autrement que par des exorcismes et des prières. Il y a des levées forcées au milieu de la nuit pour des prières et un jeûne forcé de 72 heures par semaine. Ainsi, on casse les défenses de la personne pour les violer psychiquement. Petit à petit, ils acceptent tout et s'abandonnent. Les membres préférés d'Ephraïm, dont Gérard Croissant le fondateur, sont ceux qui ne posent pas de questions, évidemment. Puis on faisait des exorcismes sur les esprits critiques. Par exemple, on les traînait dans la chapelle. En 1976, Cathy, une jeune prostituée de 20 ans, arrive aux Béatitudes et elle a été l'objet de multiples exorcismes. Elle a été changée de communauté de manière discrète et s'est suicidée là-bas, dans sa chambre, et presque personne n'a été au courant. La première chose qu'on demande à un nouveau membre, c'est de donner tous ses biens à la communauté. Au bout de 6 ans, il y a même la signature d'un contrat de don de tous ses biens présents et à venir avec une clause de non-réclamation. Le top de la manipulation mentale était l'induction sous hypnose de faux souvenirs, soi-disant reçus du ciel, pour couper les liens avec les membres de leur famille biologique, souvent les parents, en leur révélant un soi-disant terrible drame familial dont ils n'avaient pas conscience, un viol, de la maltraitance, un avortement, des incestes platoniques, parce que c'est, etc. En 2011, un autre documentaire intitulé Les Béatitudes, une secte aux portes du Vatican est réalisé par Sophie Bonnet pour l'agence Kappa. On y apprend qu'à partir de 92, Gérard Croissant avait fait aménager de luxueux appartements dans un château donné à la communauté pour y vivre avec sa compagne, entre guillemets, mineure à l'époque des faits. Donc des 16 ans de la petite à 24 ans. Et elle était complètement sous emprise, avec des menaces de suicide faites à ses parents si jamais ils cherchaient à la récupérer. Alain Legros, l'ancien homme à tout faire de Gérard Croissant, y témoigne. Je cite. Gérard Croissant avait besoin de voitures assez confortables. Il n'hésitait pas à acheter un bateau, 2 bateaux, 3 bateaux. Il n'avait aucun scrupule à être dans le luxe. Ephraïm a eu des liaisons. J'ai protégé la vitrine pendant des années. En plus d'être vraiment un malade, c'est un obsédé sexuel. Même avec une mineure, et pendant ce temps-là, j'étais avec les parents qui étaient au courant dans une autre communauté, ne sachant pas comment faire pour retirer leur fille des mains de cet homme.
Fin de citation. On complétera le tableau par un aquarium en extérieur chauffé, alors que les membres, eux, dans la communauté, sont transit froids. Une fidèle constatant ces multiples entorses entre guillemets à son vœu de chasteté de la part de Gérard Croissant et les conséquences terribles pour les victimes, la plupart du temps des jeunes sœurs en couvent, prévient Robert Coffey, l'archevêque d'Albi de 74 à 85, puis à l'époque il était archevêque de Marseille de 85 à 95, et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit de se taire. Je cite: il couchait avec des bonnes sœurs de la communauté et aussi en dehors, qui étaient très meurtries. Et si jamais elle tombe enceinte, elle lui demande. Lui, Croissant, y répond, elle ira faire sa grossesse aux USA et elle reviendra avec le bébé comme si elle l'avait adopté. Ça m'a fait un tel choc que je leur ai balancé que pour moi c'était une secte. Fin de citation. On y retrouve aussi Gérard Croissant au Rwanda, avec sa nouvelle ONG Anawa, où il avait ouvert un orphelinat miteux avec uniquement des enfants préadolescents et sans jouets. Cela est très suspect de notre point de vue. Les orphelinats tenus par des pédocriminels dans le tiers-monde sont des couvertures aisées pour du tourisme sexuel pédocriminel justement. Aujourd'hui, Gérard Croissant coule une retraite paisible et décomplexée dans les Landes. Par exemple, on se souviendra, je vous renvoie à un article qu'on avait fait sur le juge pédocriminel Broali, qui avait donc des différentes ONG, notamment, et un orphelinat au Cambodge. Donc l'association Enfants du Cambodge et l'association Sœurs Souris Retrouvées qui levait des fonds sur Lyon pour ça, alors qu'il a été chopé au Cambodge pour des faits pédocriminels et également en France par rapport à de la pédopornographie, etc. On revient aux béatitudes toujours. En 2019, un prêtre, Jacques Marin, est accusé d'avoir agressé sexuellement au moins 3 religieuses majeures lors de confessions notamment. Il avait déjà été pris pour des mêmes faits en interne en 2001, mais sans conséquence. Il mourra 6 mois plus tard, fin 2019. En 2021, c'est un enfant de 15 ans qui a été violé par le prêtre belge Bernard L. dans une maison de la communauté des Béatitudes installée en 1991 à Makwa, une petite ville au Congo-Brazzaville, qui avait été installée en 99. Installé en 91 et la victime a été violée en 99. Et donc en 2021, il a parlé. Il reconnaît les faits, le prêtre belge a reconnu les faits, et il a payé un dédommagement de 10 000 € à la victime, et puis fin de l'histoire. Donc vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien de l'ONG Anawa, qui lève des fonds pour sauver les pauvres enfants africains, évidemment. Je vous ai mis le lien donc de l'article du juge Broali. Je vous ai mis également le lien d'un livre qu'avait fait Jacques Marin, évidemment. Europe, où est-il ton Dieu? Eh bien oui, bien sûr, ils sont tous européistes. Et puis l'article évidemment de Jeune Afrique qui parlait de cette affaire au Congo. Voilà, mais c'est le peu de choses qu'on trouve un petit peu sur Internet. Évidemment qu'il y a beaucoup plus d'affaires autour de cette communauté. Revenons donc un petit peu aux sources finalement de Gérard Croissant et voir un petit peu ses mentors et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc là c'est l'eau vive, la communauté de l'Arche, la communauté donc de l'eau vive, de l'Arche, et puis quelque chose qui s'appelle la communauté Point-Cœur et la communauté Saint-Jean. Vous allez voir que tout est lié. Donc le mentor de Gérard Croissant est Thomas Philippe, inventeur d'une doctrine mystico-sexuelle qu'il avait appliquée à la communauté de l'eau vive, où il y a eu donc des viols sous emprise avec des bonnes sœurs dans les années 50, avec officiellement un groupe d'à peu près une petite cinquantaine de membres à l'époque. Et du coup, suite à cette affaire, malgré la dissolution de l'eau vive en 56 par l'Église, le groupe renaît en 64 dans une commune de l'Oise, à Trolly-Breuil, avec le Canadien Jean Vanier, lui-même agresseur d'au moins 6 sœurs entre 70 et 2005, sous la forme d'une communauté qui s'appelle la communauté de l'Arche. Jean Vanier a été nommé commandeur de la Légion d'honneur canadienne en 2015. Il meurt en 2019. Donc aujourd'hui, l'Arche, en fait, ça regroupe 154 communautés dans 38 pays. 39 communautés en France, 30 au Canada, totalisant plus de 10 000 personnes en tout. L'activité principale, écoutez bien, est d'accueillir plus de 1300 handicapés qui soit vivent dans les communautés et ou y travaillent. En 2023, il y a eu un décompte fait par la communauté elle-même par rapport aux affaires.
Elle décompte au moins 25 victimes entre 1952 et 2019. Ce Thomas Philippe influencera aussi un autre qui s'appelle Thierry de Roussy, qui fera des victimes dans la communauté Point-Cœur, encore appelée la fraternité Molokai, qu'il créera en 90 à Paraná, en Argentine, donc c'est une ville argentine. Donc là, il y a des viols sur son bras droit notamment. Il a été condamné pour ça en 2011 à 80 000 euros de dédommagement. Suite à cette affaire, eh bien, la communauté de Point-Cœur est censée également être dissoute du point de vue du Vatican en 2017 et en 2020. Je vous ai mis les logos. Mais évidemment, la communauté, elle existe toujours en fait. Et elle a prospéré, et elle a muté, et aujourd'hui, elle s'est mise sous la forme d'une ONG, donc le Vatican dit qu'il n'a plus rien à voir avec ça. Et vous allez sur leur site, je vous ai mis, et ils mettent des jolies photos avec des enfants un peu partout. Hein, des enfants, des gens qui s'occupent des enfants pauvres dans les quartiers. Et enfin, vraiment, c'est limite un prospectus pour pédophiles. Donc, elle est présente Point-Cœur dans 17 pays et regroupe presque 300 membres. Donc, on n'est pas sur les mêmes échelles de grandeur, mais quand même. Donc, les pays, Cuba, Honduras, Salvador, Costa Rica, Équateur, Pérou, Brésil, Chili, Argentine, Uruguay, mais aussi, donc ça c'est pour le continent sud-américain, mais aussi on a Roumanie, Grèce, Italie, Sénégal, Inde, Philippines, Japon. Je cite, écoutez bien. Son objectif de Point-Cœur, c'est d'offrir une amitié gratuite et désintéressée à ceux qui souffrent dans le monde, spécialement les enfants, en apportant une présence d'amour et de réconfort. Ben oui, hein, qui peut être contre ça? Qui peut être contre ça? En 2023, une émission de télé-réalité réalisée par Feu, donc qui a disparu, la chaîne de télévision C8, est tournée au couvent Saint-Dominique de Corbara, géré par la communauté Saint-Jean, alors qu'elle était, cette communauté, déjà concernée par des scandales de viol sur mineurs. Une communauté où le concept d'amour-amitié, donc le truc mystico-sexuel là de Thomas Philippe, était établi et se traduisait par des gestes de tendresse illimitée tant qu'il n'y a pas de pénétration, sous couvert de montrer à la personne qu'elle est aimée de Dieu. Ah, bah oui, formidable. Et donc la communauté Saint-Jean avait des liens avec la communauté des Béatitudes. Puisqu'il y avait des formations, c'est-à-dire que la communauté des Béatitudes venait répandre la bonne parole de l'amour, amitié au sein de plein d'autres communautés religieuses. Formidable. En 2023, on comptait au sein de la communauté Saint-Jean à minima 209 cas d'abus sexuels, qui correspondaient à 167 victimes, dont 44 mineurs. Donc 44 mineurs sur 167 victimes, de ce qu'on sait. Hein. Et 79 auteurs, donc agresseurs, 72 frères et 6 sœurs, dont 37 sont encore dans la congrégation, et seulement 6 sur 79 ont été condamnés par un tribunal étatique. Il y a 10 enquêtes qui sont encore en cours, et au moins 12 plaintes ont déjà été classées sans suite par le parquet. Quel choix judicieux, n'est-ce pas? On pouvait faire une télé-réalité catholique, et bien sûr, c'est cet endroit-là qu'on va choisir. Alors on arrive dans une partie où on va prendre un peu plus de recul, en se demandant, mais est-ce que c'est bien des communautés déviantes, ou est-ce qu'il y a un problème plus profond? Alors, en devant prendre un peu de recul, il est clair que le pouvoir est globalement anticlérical en France et que le fait de taper sur les catholiques est toujours bien vu par tout le monde, journalistes et politiques les premiers. On doit rappeler que l'omerta sur les actes pédocriminels n'est pas une spécialité de l'Église. Hein. Les mutations discrètes ont été constatées de la même manière dans l'éducation nationale, par exemple, jusqu'à il y a peu. On rappellera ici notamment l'affaire de Villefontaine, je vous ai mis le lien vers notre article qui rappelle toute l'affaire, avec le franc-maçon pédocriminel récidiviste instituteur Romain Farina, qui avait déjà sévi à Vénissieux pendant de nombreuses années dans la banlieue de Lyon et qui s'est opportunément suicidé en prison avant son procès, alors qu'il y avait des disques durs avec des milliers et des milliers de matériel, on ne sait pas ce qu'il y avait dessus, on l'a jamais su puisque la police l'a saisi et c'est jamais sorti, n'est-ce pas? Et c'est bien dommage, car on y aurait certainement appris des choses intéressantes. De même, à quand un rapport Sauvé dans l'éducation nationale?
hein, les grandes structures où il y a de l'omerta sur la pédocriminalité, où il y a peut-être potentiellement des réseaux, mais là, bizarrement, il n'y a pas de commission parlementaire, il y a pas de rapport sauvé. Ou dans l'ASE, n'est-ce pas? On a des documentaires, on sait que ça dysfonctionne à tous les étages, on sait qu'il y a énormément de départements où ça va pas du tout, mais pourquoi il n'y a pas de rapport sauvé, n'est-ce pas? Ou dans les structures d'accueil des handicapés, ou dans les structures de l'animation, ou dans le sport, ou dans la franc-maçonnerie, etc. Ceci dit, nous devons aussi rappeler qu'il y avait d'autres réseaux de pédocriminalité, notamment en Allemagne, il y a tout un, un article réseau dans la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, numéro 54, à Speer et al., où en fait il y avait donc un réseau d'enfants esclaves sexuels au sein même des couvents à destination des ecclésiastiques et des notables locaux. Donc je vous renvoie à cela, vous irez voir. Donc de même, on peut aussi signaler que souvent en fait les victimes ou leurs parents tombent des nues quand elles découvrent que ces communautés en fait elles étaient validées par le Vatican. Elles avaient confiance pour ces raisons-là. On va également rappeler le documentaire de Carl Zero qui s'appelle Vatican, la conspiration du silence, qui traite justement de ce pays, donc le Vatican, qui est un quartier de Rome et qui est un pays souverain et qui a longtemps voulu gérer en fait en interne les multiples cas de pédocriminalité dans l'Église au travers le monde, avec des formules du genre hein, le linge sale ça se lave en famille, la justice des hommes est différente de celle de la justice divine ou des trucs comme ça. Mais il semblerait aussi, si on va un petit peu plus loin, que le Vatican soit lui-même complètement corrompu, en fait. Économiquement, donc je passe sur le chapitre avec la Banque du Vatican, etc., au niveau des détournements d'argent, mais aussi moralement, notamment avec le Concile Vatican II qui s'est élu en 1962, qui a en fait entériné cet état de fait aux yeux de nombreux catholiques lucides et qui aujourd'hui prennent leur distance avec l'institution. Ainsi, un article de 2013 faisait état d'un lobby gay au Vatican, où théoriquement tout le monde a fait vœu de chasteté quand même. Hein. Et ça a été dénoncé dans un livre par l'exorciste du diocèse de Rome, Gabriel Amorth. Et cela avait été outrageusement démontré par la découverte en flagrant délit au sein même du Vatican d'une orgie gay à grand renfort de drogue en 2017 par un des prélats du Vatican. Hein, où la police est intervenue, je vous mets l'article, vous avez le lien du livre de l'exorciste aussi, vous avez le lien de l'article italien. Donc on peut se poser la question, hein, faut-il vraiment attendre quelque chose en termes de contrôle de la part d'une institution qui, selon les principes catholiques, en fait, est infiltrée de longue date par le diable lui-même pour la détruire de l'intérieur. Donc là je cite des catholiques qui pensent ça. De même, on ne va pas être naïf sur le contre-feu politique. Hein. Donc on se rappellera, pour les plus anciens, qu'il y avait eu un soi-disant duel Cohn-Bendit-Bayrou lors des élections européennes de 2009. Je vous ai mis l'extrait. Où Bayrou, du coup, accusait ouvertement Cohn-Bendit de son passé pédophile. Il était candidat pour les Verts, et il a été d'ailleurs Cohn-Bendit député européen pendant des années et des années. On imagine du coup, aujourd'hui vu ce qu'on sait, la frustration de Cohn-Bendit face à Bayrou, qui entre guillemets utilise la carte pédo, alors que, comme tout le monde, Cohn-Bendit comme tout le monde, c'est pour Bétaram. On se rappelle aussi, atterré, de la levée de bouclier de tous bords qui a suivi, où on vous rappelle, on voit donc Xavier Bertrand, le franc-maçon de droite, et Martine Aubry, la franc-maçonne de gauche, contre cette, je cite, attaque personnelle, manquant de dignité et pas à la hauteur du débat politique. Hein. Donc ça, c'était l'ambiance en 2009. Alors je vous rassure, je vous ai mis l'article, Bayrou et Cohn-Bendit se réconcilieront extrêmement rapidement, juste après cette petite altercation. Vous voulez l'union nationale en France? Ben, parlez de pédocriminalité, et vous aurez tout le monde contre vous. Personne n'est dupe que la nomination de Bayrou en décembre 2024, alors que le collectif de Bétaram est actif depuis fin 2023 et médiatisé nationalement depuis début 2024, est quand même très étrange. Qu'on ne trouve personne pour accepter d'être Premier ministre en France dans la Macronie agonisante, d'accord, mais là c'est un peu gros.
C'était un homme avec des énormes casseroles, tout le monde le savait, Macron le premier, évidemment. Il avait en plus tous les moyens de l'État depuis, donc il est en fin de deuxième mandat, évidemment, qu'il avait tous les renseignements des RG. Donc le scénario actuel, où on est en train d'interroger Bayrou pour savoir s'il ment ou ment pas, et d'essayer de le faire démissionner de son poste de Premier ministre alors qu'ils ont déjà écopé Barnier, enfin bref. C'était une évidence que ça allait se passer comme ça. C'était facile à anticiper, et c'est donc facile à prévoir. Le choix, en fait, c'est forcément un sacrifice prévu, un contre-feu, un os à ronger pour l'opposition. On laissera d'ailleurs, je vous laisse regarder l'extrait, le youtubeur Juste Milieu qui étaye un petit peu cette affirmation dans l'extrait sur sa chronique sur Betaram et voit un petit peu de quoi ça peut être un contre-feu. Les hypothèses sur ce que ce pseudo-scandale Bayrou cache, alors que finalement ça prend la place du scandale Betaram. Hein, c'est des enfants et de Betaram qu'il faut parler. C'est pas de savoir si Bayrou ment ou pas. Puis c'est pas Bayrou tout seul, c'est plein de gens. Plein de gens. C'est tout un système. Néanmoins, les temps changent. Aujourd'hui, la pédocriminalité est devenue donc un moyen accepté par les politiques pour faire tomber quelqu'un. Donc c'est déjà pas mal. Est-ce que d'ailleurs on peut d'ailleurs se demander si c'est pas en fait une petite vengeance par rapport à ce qui s'est passé en 2019. Hein. Il avait un peu pas respecté la règle, le copain François. Donc là, c'est peut-être un retour de bâton. Donc, tant mieux, hein, on va se réjouir de ça, sans naïveté. Refermons le dossier Betaram en laissant le mot de la fin à Karl Zéro, qui, lucide, constate les avancées symboliques du combat contre la pédocriminalité de réseau en France, puisque dans Betaram, on se doute qu'il n'y aura pas énormément de gens impliqués au-delà du pauvre, pas du pauvre, mais du surveillant qui est incarcéré aujourd'hui. Je cite, je vous ai mis l'extrait dans les incorrectibles. C'est déjà pour moi une immense victoire qu'une affaire de pédocriminalité soit remontée à un tel niveau en France, un tel niveau médiatique et politique. C'est la première fois historiquement que notre combat, celui de la lutte contre la pédocriminalité, a droit de citer de façon si voyante. Fin de citation. Et effectivement, il faut se rendre compte que c'est une victoire symbolique. On reviendra aussi sur la question de la prescription pour les crimes pédosexuels. Toutes les victimes demandent l'imprescriptibilité des crimes sur les enfants, notamment du fait de la réalité clinique de l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que quand vous subissez des abus sexuels quand vous êtes enfant, bien souvent, dans une proportion importante des cas, votre cerveau vrille complètement et va occulter et vous pouvez vivre le reste de votre vie sans vous en souvenir. Et à un moment donné, il y a un événement, la naissance d'un enfant, quelque chose dans la presse, ça ressort et d'un coup vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé. Mais en fait, pour des questions de survie, devant la violence qui est tellement terrible des actes qui vous sont commis sur vous en tant qu'enfant, votre cerveau vous protège en fait en niant la réalité et en vous empêchant de vous en rappeler. Donc c'est ça l'amnésie traumatique. Et du coup, forcément, avoir un délai de prescription sur des crimes comme ça, alors qu'il y a ce genre de faits cliniques, ça n'a pas vraiment de sens. Hein. Et puis on peut aller plus loin en disant, les crimes sur les enfants, il y a quoi de pire ? Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent qu'un enfant en tant que victime? Alors on va être un petit peu précis là-dessus, parce qu'on a eu un débat il y a quelques années au niveau parlementaire là-dessus, et on est allé finalement jusqu'au bout du rouleau. On a compris les choses, et il faut quand même les rappeler. Soyons précis et rappelons les arguments qui clôt les débats selon le législateur jusqu'à présent, avec ci-dessous les propos de la sénatrice, donc c'est plutôt une idiote utile d'après nous, Marie Mercier, qui reprend les conclusions du toujours anonyme Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est quelqu'un qui rend des décisions pas vraiment juridiques, un peu sur tout, et en fait, il y a des experts qui sont appelés dans ce Conseil d'État. C'est pas des gens il y a des gens permanents, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont appelés. Et pour pas être exposé, on sait jamais qui les rend. C'est bien pratique. Là, on est vraiment dans la franc-magouillerie de notre beau pays. Écoutez bien, je cite Marie Mercier au Sénat il y a quelques années. Malgré toute l'horreur de ces crimes pédocriminels, on ne peut pas les traiter de la même façon que la Shoah. Sinon, où est-ce qu'on va placer la hiérarchie? La prescription, elle ne va pas protéger les criminels. Elle protège le droit à un procès équitable et respecte aussi et encore la victime. Voilà, fin de citation. À bon entendeur.
Enfin, concluant tout cela, en citant celui qui est dans la bouche de tous, mais dont la parole est continuellement bafouée par ces réseaux soi-disant chrétiens, qu'on ne prenne pas anti-pédos pour des anti-ci, des anti-ça. Nous, on est juste pour que les enfants arrêtent de subir des crimes sexuels et essayer de juguler ça au maximum. Donc citons celui qui est dans toutes les bouches, Jésus-Christ. Donc scandaliser, donc au niveau du vocabulaire, il y a 2000 ans d'écart. Scandaliser, ça veut dire mépriser, maltraiter, pervertir. Et les petits, pour ça se dit toujours aujourd'hui, les petits c'est les enfants. Donc, Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 1 et 2. Jésus-Christ dit: Il est impossible qu'il n'arrive des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer que de scandaliser un de ses petits. C'est pourtant clair.